Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 19. Le maître aimé. 24 heures s'étaient écoulées depuis que Cro-Blanc avait été détaché. Comme Scott, la main bandée et le bras en écharpe, s'approchait de lui, il fit entendre un grondement, signifiant qu'il n'entendait pas se soumettre au châtiment. Car cette idée ne le quittait pas. Déjà, dans le passé, il avait subi des châtiments retardés, et l'épouvantable sacrilège qu'il avait commis en mordant les dieux devait se payer. C'était dans la règle des choses. Le dieu s'assit à quelques pas de lui. Cela n'était pas encore dangereux. Quand les dieux punissent, ils sont toujours debout. D'ailleurs, le dieu n'avait ni fouet, ni gourdin, ni arme à feu. Et lui-même, Cro-Blanc, le cas échéant, pouvait se mettre à l'abri puisqu'il n'était pas attaché. Comme le dieu restait tranquille, le grondement mourut dans la gorge de Cro-Blanc. Alors, le dieu se mit à parler. Le poil se hérissa de nouveau sur le cou de Cro-Blanc et il se remit à gronder. Mais le dieu ne s'arrêta pas de parler et ne fit aucun geste hostile. Il parlait sans arrêt, paisiblement et d'une voix douce. Cro-Blanc n'avait jamais entendu personne lui parler avec cette voix-là, et il en resta un peu étonné. Quelque chose remua vaguement en lui, et en dépit de ses préventions, il décida qu'on pouvait avoir une certaine confiance en ce dieu. On semblait relativement en sécurité en sa compagnie. Au bout d'un certain temps, le dieu se leva et rentra dans la cabane. Il en ressortit bientôt, et la crainte revint à Cro-Blanc. Pourtant, le dieu ne portait toujours pas de gourdin et ne tenait de sa main vide qu'un morceau de viande. Le dieu était revenu s'asseoir à la même place. Cro-Blanc le regarda d'un air attentif et soupçonneux, prêt à bondir en arrière à la moindre alerte. Mais le châtiment n'était pas encore pour tout de suite. Le dieu se contentait de lui tendre un petit morceau de viande. Malgré l'amabilité du geste, il était prudent de ne pas y toucher. Cette viande, d'aspect inoffensif, pouvait fort bien cacher une de ces vengeances diaboliques auxquelles excellent les dieux. D'ailleurs, l'expérience passée, notamment avec les femmes indiennes, montrait que la viande et les châtiments sont souvent mélangés de façon regrettable. Le dieu finit par jeter la viande aux pieds de Cro-Blanc qui la flaira sans quitter l'homme des yeux. Ce manège se répéta plusieurs fois jusqu'à ce que Scott refusa de jeter la viande et la tint fermement à quelques pouces de son nez. La viande avait l'air bonne et Cro-Blanc avait faim. Après un débat intérieur, il s'avança précautionneusement, pas à pas, flaira la viande, et finalement, sans quitter le dieu du regard, le poil hérissé et grondant sourdement pour bien montrer qu'il était sur ses gardes, il allongea le cou, prit la viande et la mangea. Comme rien n'arrivait, il mangea finalement tout, morceau par morceau. Puis, il se lécha les babines, s'assit sur son train de derrière et attendit. Le dieu s'avança et parla encore, en étendant la main. La voix inspirait confiance, mais la main était à craindre. Cro-Blanc se décida pour un compromis, grondant, mais sans mordre encore. Lorsque la main toucha son cou hérissé, il se recula avec répugnance. La main insista, pressant contre lui. Il n'aimait pas cela. Il voulait bien se laisser faire, mais il ne pouvait oublier tout ce que les dieux lui avaient fait endurer. Pourtant, la main s'abaissa le long de son dos, en une lente caresse que suivit une autre. Cro-Blanc, perplexe, grondait et se taisait tour à tour, les véritables intentions du dieu n'étant pas claires. Puis la main s'attarda sur la base des oreilles, les frottant doucement, et cette fois Cro-Blanc décida que, tout compte fait, ce n'était pas désagréable. À ce moment, Matt sortait de la cabane avec une bassine d'eau de vaisselle pour la jeter au dehors. De saisissement, il faillit la laisser tomber. « Ça alors !» s'écria-t-il. Et comme Scott, avec un air de triomphe, continuait à caresser Cro-Blanc. « Vous êtes sans doute un très bon ingénieur, monsieur Scott, mais vous avez sûrement manqué votre vocation. Vous auriez dû vous engager comme dompteur dans un cirque. » En entendant Matt, Cro-Blanc s'était reculé et recommençait à gronder. Mais Scott le ramena et se remit à le caresser, et Cro-Blanc se laissa faire. Pour le loup, c'était la fin de la haine et de son ancienne vie. L'aurore d'une existence nouvelle se levait, immensément belle. Il faudrait sans doute beaucoup de patience à Weedon Scott pour l'apprivoiser totalement, car il n'était pas le louveteau malléable à peine sorti du wild natal. Il était devenu un être de fer rempli de violence, de prudence et de ruse, et l'ancien Cro-Blanc devait apprendre maintenant l'amour.
Tout d'abord, il ne vit en Weedon Scott qu'un dieu préférable à Beauty Smith. C'est pourquoi il resta. Pour prouver sa nouvelle fidélité, il se fit le gardien de la maison. Tandis que les autres chiens dormaient tranquillement, Cro-Blanc veillait et rôdait autour de la cabane. Le premier visiteur qui se rendit le soir à la cabane dut livrer bataille à coups de canne à Cro-Blanc déchaîné, qui défendait les biens de Scott, jusqu'à ce que l'ingénieur vînt à son secours. Il apprit cependant bientôt à faire la différence entre l'ami qui vient franchement vers la maison et que l'on surveille jusqu'à ce que, la porte ouverte, il ait reçu le salut du maître, et l'homme à la démarche prudente et oblique qui s'approche sans faire de bruit. Celui-là n'avait plus qu'à abattre des records de vitesse s'il tenait à sa peau. Chaque jour, Scott passait un long moment à l'apprivoiser, et Cro-Blanc prenait de plus en plus de goût à ses caresses. Il grondait toujours, cependant, mais c'était l'unique son qu'il eût proféré, la seule note que sa gorge fût capable d'émettre. Il aurait bien voulu l'adoucir, mais ne pouvait y arriver. Pourtant, l'oreille attentive de Scott croyait souvent y décerner comme un formidable ronron. Bientôt, Cro-Blanc ne ressentit de joie que près de son dieu. S'il s'éloignait, l'inquiétude le prenait, une partie de lui-même l'abandonnait. Jadis, Cro-Blanc n'avait jamais pensé qu'à son propre bien-être, nourriture abondante et absence de coups. Peu à peu, il eut besoin de voir le maître, de le suivre, de le sentir, d'être auprès de lui. Dès l'aube, il quittait le coin chaud et abrité où il avait passé la nuit pour venir attendre des heures sur le seuil glacé que la porte s'ouvrit. Il abandonnait même sa viande commencée pour suivre le maître qui allait à la ville. Mais son adoration était silencieuse et sans expansion. Cro-Blanc avait été trop longtemps malheureux et replié sur lui-même pour pouvoir s'épancher. Il finit par laisser tranquilles les chiens du maître, lorsqu'il eut compris qu'ils étaient sa propriété personnelle. Il se contenta de leur faire reconnaître sa supériorité. Il n'accepta de reprendre le harnais de chien de traîneau que lorsque Colt le lui eut imposé lui-même, Matt ne pouvant en venir à bout. Encore ne fut-il satisfait qu'en retrouvant son ancienne place de chef de file, dangereuse mais honorifique, à l'étonnement de Matt qui ne se doutait pas de ses capacités. Il tirait le traîneau avec enthousiasme. « Si je puis dire ce que je pense, dit un jour Matt, je crois, monsieur Scott, que vous avez fait une sacrée bonne affaire en achetant ce loup. Vous avez complètement roulé Beauty Smith, sans parler des coups de poing que vous lui avez donnés. » Pour toute réponse, Weedon Scott serra les poings et eut un éclair de colère dans ses yeux gris en murmurant « La brute !» Au printemps, Cro-Blanc eut une grande émotion. Le maître disparut. Divers emballages et allées et venues avaient précédé cette disparition, mais Cro-Blanc ne fit le rapprochement que par la suite. Cette nuit-là, il attendit vainement le retour de Scott. Le blizzard le contraignit à minuit à aller se réfugier dans son coin, mais vers 2 heures du matin, il était de nouveau couché sur le seuil, l'oreille tendue avec anxiété à l'écoute du pas aimé. Au matin, Matt en sortant le regarda pensivement. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer à l'animal que Weedon Scott se trouvait en voyage à Circle City. Cro-Blanc tomba malade pour la première fois de sa vie, et gravement. Matt finit par le traîner à l'intérieur de la cabane. Puis dans la première lettre qu'il écrivit, il ajouta en post-scriptum « Le damné loup ne veut plus travailler. Il refuse même de manger. Je ne sais pas quoi faire de lui. Il voudrait savoir ce que vous êtes devenu, et je ne sais comment le lui dire. Je crois qu'il est en train de mourir. » C'était exactement cela. S'il lui arrivait de sortir, Cro-Blanc se laissait rosser par les autres chiens sans se défendre. Que Matt lui parlât gentiment ou jurât, c'était absolument la même chose. Cro-Blanc le regardait un moment avec des yeux infiniment tristes, puis laissait tomber sa tête sur ses pattes et ne bougeait plus. Il refusait toute nourriture et s'affaiblissait. Un soir, alors qu'il lisait à mi-voix, en remuant les lèvres, Matt tressaillit en entendant Cro-Blanc pousser un gémissement sourd. Le loup se leva, les oreilles dressées, et écouta intensément. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit, et Weedon Scott apparut. Le maître était rentré. Les 2 hommes se serrèrent la main, puis Scott regarda autour de lui. « Où est le loup ?» demanda-t-il. Cro-Blanc s'était de nouveau étendu près du poêle et regardait Scott intensément, au lieu de bondir vers lui comme aurait fait tout chien ordinaire. « Bon sang, dit Matt, regardez comme il remue la queue, cela n'arrête pas. » Weedon Scott appela Cro-Blanc qui vint aussitôt, sans démonstration, mais un immense bonheur emplissait ses yeux jaunes, comme une lumière.
Scott s'accroupit sur les talons, en face de lui, et commença à lui caresser longuement les oreilles, le cou, l'échine. Cro-Blanc fit entendre son grand nom le plus voilé, puis portant subitement sa tête en avant, il alla se cacher sous le coude du maître en poussant de toutes ses forces. Fin du chapitre 19.